Je vais passer la parole maintenant à Antoinette Rouvroy, que je remercie d'être venue de Belgique jusqu'à nous, et donc qui est docteur en droit. Je crois que vous avez d'ailleurs fait cette thèse à l'Institut, un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs, l'Institut universitaire de Florence, c'est bien ça. Nous nous sommes connus il y a quelques années, j'avais été invité, c'était à l'ULB, où il y a un centre qui travaille sur ces questions de gouvernementalité avec Thomas Berns, qui fait des travaux tout à fait remarquables, qui a fait sa thèse sur Baudin, si ma mémoire est bonne. Et donc Antoinette Rouvroy, qui est aussi membre de la CNIL, c'est ça, a développé toute une ligne de recherche depuis quelques années autour de ce qu'elle appelait la gouvernementalité algorithmique. Alors, je ne vais pas me mettre à résumer ce que vous faites. Votre thèse, qui s'appelait Human Genes and Neoliberal Governance, a été publiée en 2008 et a fait l'objet vous avez eu le prix, le Art Social Legal Prize. Non, mais je le rappelle parce qu'il y a peut-être des sectateurs de art dans cette salle, on ne sait jamais. Et le dernier ouvrage collectif que vous avez édité s'appelle Law, Autonomic Computing and Human Agency, qui est paru chez Routledge en deuxième édition 2013. C'est ça, mes informations sont bonnes. Et pour ceux qui souhaitent lire quelque chose de plus court et de plus immédiatement accessible, je vous ai donné en Philosophie Magazine en mai 2018 un petit article sur le projet de Social Credit Scoring chinois qui révélerait bien une forme de gouvernementalité algorithmique. Donc c'est bon de prendre des exemples quelquefois. Donc même règle du jeu si c'est possible. Hein. Merci encore. Hein. Vous avez un micro. Alors, un immense merci pour cet honneur très intimidant qui m'est donné de parler devant vous. Je remercie infiniment le professeur Suppiot pour son invitation, bien entendu. Alors, d'emblée, comme j'ai peu de temps, je plonge dans la matière, disons, dans la matière qui disparaît, en fait. Parce que, effectivement, comme le dit Karen Barad, « There is an important sense in which the only thing that does not seem to matter anymore is matter ». Et effectivement, à chaque linguistic turn, semiotic turn, interpretative turn, cultural turn, algorithmic turn, en fait, ce qui disparaît chaque fois, toute la matérialité se transforme en matter of language, matter of sign, matter of... Et donc, on voit progressivement cette sorte de disparition de la matière. Du coup, si vous voulez, en reprenant le magnifique ouvrage d'Alain Suppiot, La gouvernance par les nombres, en particulier à la page 331, Alain Suppiot nous dit que se dessinent deux limites au-delà desquelles un travail méconnaît la condition humaine, celle d'un déni de la pensée et celle d'un déni de la réalité. Le déni de la pensée advient, dit-il, lorsqu'on prétend aligner le travail humain sur le travail de la machine, aussi perfectionnée soit-elle. Le déni de la réalité, quant à lui, est moins souvent perçu. Il advient lorsqu'on coupe le travail de manipulation des symboles de toute expérience des réalités sous-jacentes à cette symbolisation. Et donc c'est à juste titre, me semble-t-il, que le machine learning, que l'apprentissage machinique, que l'intelligence artificielle, que tout ce qu'on appelle les techniques de données massives, de big data, etc., c'est à juste titre que tout cela, ce tournant algorithmique, est ressenti aujourd'hui comme porteur de bouleversement pour ce qu'on entend par rationalité occidentale. Alors, en quoi est-ce un bouleversement? Puisque je me suis aussi demandé ce qui était neuf, en fait. Qu'est-ce qui est neuf par rapport à la gouvernance par les nombres, par rapport à la gouvernance statistique, etc. Eh bien, il me semble que ce qui est radicalement neuf peut s'exprimer que par une série de glissements qui sont assez subtils, mais qui sont néanmoins très opérants. Premier glissement, nous serions en passe de passer d'une civilisation du signe et du texte, du signe interprétable, du texte interprétable, vers une civilisation du pur signal. Je dis pur signal parce qu'il ne s'agit même plus de signes qui s'inscriveraient dans ces paysages sémiotiques à la manière de l'indice, du symbole, etc., ou de la trace. Non, le pur signe numérique coupé de toute référentialité, mais néanmoins calculable. Et donc on basculerait dans une civilisation du signal et de l'algorithme.
Alors ça, évidemment, pour une juriste comme je suis, même un peu dévoyée comme juriste, mais juriste quand même, la question plus large qui, moi, m'interroge, bien entendu, c'est de savoir comment notre droit, qui est le résultat d'une longue et lente sédimentation langagière dans une civilisation du signe et du texte, justement, peut-il s'accommoder ou accommoder ou encore gouverner quelque chose d'une révolution numérique en passe de nous faire basculer justement dans cette civilisation du signal numérique asémantique mais calculable, civilisation de l'algorithme. Donc ça c'est vraiment une interrogation de fond, je dirais, qui questionne la discipline juridique dans son ensemble. Donc passage du signe au signal, du texte à l'algorithme. Deuxième passage, on a l'impression aussi que cette nouvelle intelligence des données, ou que l'engouement, en tout cas pour une intelligence des données, je ne reviens pas sur la critique de ce qu'on appelle l'intelligence ici, toute cette intelligence des données semblerait nous dispenser de tout rapport sensible au monde. Donc, on a affaire véritablement à ce que Félix Guattari critiquait comme l'effet d'un réductionnisme informatique, c'est-à-dire la transcription de toutes les articulations sémiotiques signifiantes pour les êtres humains, pour les collectivités territorialisées, transcription et purification sous forme de purs signaux, des signaux qui voyagent extrêmement légers. Les données voyagent légers, c'est en cela qu'elles sont d'ailleurs la texture même du capitalisme contemporain. Elles voyagent émancipés de tout leur contexte référentiel, de tout ce qui pouvait les rattacher à des contextes, à des expériences de vie socialement éprouvées, et donc à tous les collectifs, bien entendu. Donc quand on parle d'intelligence collective, par exemple, ça me questionne un peu, dans la mesure précisément où tout ce qui est perdu, c'est précisément tous les référentiels collectifs. Quand on extrait des données pures, comme signaux purement numériques et calculables, c'est-à-dire réagençables en dehors de leur contexte d'origine et en les rendant amnésiques de leurs conditions de production, ce dont on se prive précisément, c'est de toute possibilité de compréhension collective de ce que signifie ce signal. Donc, on dispense de tout rapport sensible au monde au profit d'une sorte de production de la vie comme information numérisée, qui aurait comme avantage d'être relativement, par rapport à tous les périls qui nous menacent aujourd'hui, justement, d'être indemne, inaltérable, non fragile et émancipée des points de vue situés des corps. Troisième glissement, on substitue la détection de signaux à la reconnaissance des formes. Alors là aussi, ça a des avantages, ça peut paraître très émancipateur, puisqu'on se défait de tous les jugements qui en passaient par l'épistème visuel, la reconnaissance des formes, etc., au profit de la pure détection de ce qu'on a l'impression de considérer aujourd'hui comme étant la réalité même, non interprétée. Donc ça donne une impression de très grande objectivité. Enfin, et ça c'est une transformation qui est quand même assez radicale, on substitue l'apprentissage continu à la production et à la stabilisation de vérité. Et donc, on aurait affaire à une sorte de rationalité algorithmique qui n'aurait plus aucune ambition d'atteindre jamais aucune vérité aussi temporaire soit-elle, mais qui n'aurait comme critère de félicité que la production de certains régimes de fiabilité. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire essentiellement des formes spéculatives sous forme de modélisation, de profils, de ce qu'on appelle les patterns, qui ne sont ni vrais ni faux, mais qui sont suffisamment fiables pour justifier des stratégies d'action. Alors, cette gouvernance par les signaux, elle, finalement, ou par les signaux plutôt que par les nombres, parce qu'un nombre, c'est encore quelque chose qui a une origine conventionnelle, quelque part. Un nombre représente quand même une quantité qui peut, d'une certaine manière, être comptée, qui peut être éprouvé dans le monde physique, alors qu'un signal, lui, est une pure prolifération au départ du monde physique et de ses habitants, mais pure prolifération qui est de nature essentiellement spéculative. Et donc, cette gouvernance par les signaux organise très bien ce qu'Alain Suppiot appelait la mobilisation totale. Une mobilisation totale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de mobiliser les travailleurs sujets,
Non, les flux numériques passent à travers les sujets, ils passent à travers les objets, ne fait plus la distinction. En fait, les algorithmes ne font aucune distinction entre sujet et objet. La seule chose qui compte, le seul sujet de cette gouvernementalité algorithmique est un grand corps numérique, statistique, impersonnel, sur lequel se détachent des profils, des patterns, des modélisations qui sont de purs espaces spéculatifs, qui sont de nouveaux espaces offerts à la prédation capitaliste. Alors, cette gouvernance par les signaux permet de nouvelles pratiques, et là, avec des effets, effectivement, dans le domaine du management, dans le monde du travail, elle permet de nouvelles pratiques de hiérarchisation, d'appariement, de notation, de personnalisation. Elle permet, en gros, de gouverner autrement. Alors c'est pour ça que moi je déplace un petit peu la question quand on pense toujours à les machines vont nous remplacer, elles vont prendre notre travail, etc. Non, elles vont surtout permettre de gouverner autrement ce qu'on appelait autrefois la force de travail et qui devient dans une certaine mesure relativement redondante. C'est surtout une nouvelle manière de gouverner. Alors, comment est-ce que ça gouverne ? Eh bien, tout simplement, il s'agit finalement de mettre en œuvre de nouvelles pratiques d'évaluation. D'évaluation de quoi ? Non pas nécessairement des performances échues, ni des compétences, mais tout simplement des capacités repérables. C'est un mode de gouvernement ou un mode même de recrutement. On pense par exemple à ces dispositifs de recommandation automatisés qui surgissent aujourd'hui dans la gestion des ressources humaines et qui permettent de détecter par avance, sans même l'avoir rencontré, ni parfois même sans avoir lu le CV, de détecter le candidat qui sera le plus à même ou le plus probablement à même de rester longtemps dans une entreprise d'appel téléphonique ou dans certains types de travail ou de progresser rapidement dans l'entreprise, etc. Et donc vous voyez, finalement, on a affaire en quelque sorte à une nouvelle forme de déterminisme, ce que j'appelle le comportementalisme numérique, une nouvelle forme de déterminisme qui est articulée non pas aux caractéristiques ou aux variables biographiques des individus, non pas à leur expérience passée, non pas à leur cosmétique subjective, leur manière de se présenter, etc., mais qui est articulée à la pure relation, c'est-à-dire à la promiscuité numérique existant entre tel candidat et un ensemble d'autres personnes dont les algorithmes ont prélevé certains traits qui ne sont même plus des variables fixes, qui ne sont même plus nécessairement des choses très, très fixes. Ils peuvent être finalement des traits numérisés infrapersonnels et qui forment entre eux des patterns, c'est-à-dire ce sont des profilages, des profils, des modélisations qui sont elles aussi tout à fait impersonnelles, mais prédictives. Et donc, ce n'est plus donc en fonction de classements et de catégories stables, reconnaissables et socialement éprouvées ou politiquement contestables, mais en fonction de métriques qui deviennent elles-mêmes hypermobiles puisqu'elles dépendent des comportements de tous les autres, que les individus, que les personnes sont évaluées non pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles pourraient représenter, dans ce que leur forme de vie pourrait représenter en termes d'opportunités et de risques pour les entreprises, pour les États, pour tout qui entend gouverner. Alors, ce système ou cette nouvelle manière d'organiser le social, si vous voulez, sans en passer par aucune sémiotique signifiante, est extrêmement séduisante aujourd'hui. On sait pourtant que ça va dans le mur, mais c'est quand même extrêmement séduisant. Pourquoi ? Alors, je fais l'hypothèse que c'est parce que ça correspond très exactement, finalement, à une certaine anthropologie philosophique qu'on pourrait dire postmoderne, qui valorise la vulnérabilité ontologique des personnes. Nous ne voulons plus qu'on s'adresse à nous à travers des catégories statistiques stables qui sont toujours, qui sont jamais assez adéquates
au caractère exceptionnel de chacun. Nous avons une sorte de haine de la moyenne. Nous ne voulons plus qu'on s'adresse à nous comme faisant partie d'une moyenne. Nous rêvons chacun d'être exceptionnel, unique, et que les systèmes dans lesquels nous vivons et nous travaillons nous reconnaissent nous-mêmes comme uniques, comme absolument singuliers. Alors cette vulnérabilité ontologique, elle est aujourd'hui vendue aux travailleurs quand on regarde des discours du nouveau management qui organise ce qu'on appelle la transition numérique. On vend cette vulnérabilité ontologique finalement en enjoignant le travailleur, effectivement, comme le dit Alain Supiot, à se comporter comme une machine apprenante. Il doit être agile, réagir sur le mode du réflexe, aux signaux numériques qui lui proviennent du monde. C'est ça, cette sorte d'agilité, de réactivité. Il doit désapprendre. Il faut se fondre dans la révolution numérique qui, de toute façon, est inéluctable. On va être remplacé par les machines. De toute façon, si vous voulez rester compétitif, vous avez intérêt à vous adapter. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, de Barbara Stiegler sur l'adaptation, sur cet impératif d'adaptation aujourd'hui qui est vraiment absolument à lire. Donc cet impératif d'optimisation, en fait, c'est l'impératif d'optimisation qui est en fait normalement ce qui régit les machines. Alors, en fait, une machine apprenante, elle est régie par une fonction objective. La fonction objective de l'algorithme, c'est quoi? C'est la détermination, si vous voulez, de ce qu'il y a à optimiser. Mais cette optimisation, elle est finalement, s'agissant du travailleur, de la machine apprenante qu'est le travailleur, elle n'est plus domestiquée par rien d'autre que l'optimisation de l'optimisation. Et donc ça passe, si vous voulez, tout ça passe par une sorte de passion pour la haute définition, pour le coût réel, que chacun ait à supporter soi-même son coût ou ses opportunités réelles. Donc ça fabrique quand même une société d'individus hyper opportunistes. Et pour un calcul de la productivité réelle, calculée en temps réel. Je ne sais pas si vous avez vu, justement, Amazon a breveté, la librairie en ligne Amazon a breveté un bracelet de mesure ou de déplacement des mains de ses employés, de manière à renvoyer à l'employé, mais aussi à l'employeur ou au manager, un signal sous forme de vibration dès que la main ne va pas assez vite ou qu'elle n'est pas au bon endroit. Et vous voyez là que vraiment l'être humain est dans la machine. Mais donc c'est assez paradoxal, à la fois, si vous voulez, cette vulnérabilité ontologique, elle a été voulue par nous. Depuis les penseurs critiques des années 60-70, et en même temps, elle est le piège par lequel nous nous faisons avoir. Et donc, je vais en terminer très rapidement en théorisant un tout petit peu plus cette chose. Cette passion pour la très haute résolution, elle atteste aussi d'une sorte d'engouement pour la juste mesure, l'idée qu'on a besoin de mesurer en temps réel et le plus justement possible ce qui se passe dans le monde lui-même, non pas dans la représentation du monde qui est toujours biaisée, etc., mais dans le monde lui-même. Mais cette juste mesure, en fait, quand elle passe par les algorithmes, ce n'est plus la juste mesure, mais c'est l'injusticiable des mesures, puisqu'elle pousse à l'optimisation de l'optimisation de l'optimisation. La justesse de la mesure ne peut jamais être rapportée qu'à des idéaux de justice et pas à des idéaux d'optimisation ou à des objectifs d'optimisation. Donc, pour répondre à la question qui était dans mon titre, émancipation ou effondrement sémiotique, eh bien, effectivement, on pourrait avoir l'impression que cette nouvelle intelligence des données nous permettrait enfin d'avoir accès à un système d'ordonnancement du monde qui ferait droit aux composantes sémiotiques pré- ou non linguistiques, que ce serait effectivement l'aboutissement d'une destitution des sédimentations langagières et donc du droit aussi nouveau à l'hétéronomie, que ce serait enfin le renversement de la tyrannie des signifiants par le tsunami de données, qui serait, elle, des sources authentiques, qu'on aurait enfin accès à une réalité augmentée de tout ce qui était resté dans l'ombre, invisible, inarticulable, insu, oblitéré sous le joug de la représentation, de nos représentations humaines, donc. Et donc, on pourrait dire, mais ça, c'est formidable. On aurait en fait accès à un réel augmenté. Mais pour la raison qu'en fait, tout ce qui est ouvert
tout ce qui est ouvert par les nouveaux espaces spéculatifs, est immédiatement accaparé, exproprié à des fins d'optimisation par des fonctions objectives qui rendent compte d'intérêts industriels, d'intérêts étatiques solipsistes, eh bien malheureusement, on ne peut pas tirer le profit maximal de cette intelligence des données qui pourtant devrait nous rendre plus intelligents. Donc il faudrait aller, je pense pour l'avenir, vers réfléchir à une manière de comprendre une intelligence humaine augmentée en connaissance de cause, c'est-à-dire une coopération entre les machines et les humains qui tiennent compte, qui ne cherche pas à l'objectivité absolue, qui ne soit pas prise dans cette sorte de tyrannie du réel, mais au contraire qui tiennent compte des biais à la fois des humains et des machines, parce que ces biais sont précisément ce grâce à quoi on apprend et ce par quoi l'on pense. Je vous remercie et je vous remercie pour votre attention. Non, c'est très bien, merci.